Bonjour et bienvenue à notre capsule. Aujourd'hui, nous allons passer en revue une brève histoire du Tibet et la crise actuelle concernant la souveraineté du pays. It's unbelievable. Le peuple tibétain est très vieux. En fait, son histoire commence il y a 4000 ans. À l'époque, le Tibet, le territoire tibétain, était gouverné par plusieurs rois, plusieurs monarques et des princes. Le titre se passait par le sang, donc de père en fils. Qui dit plusieurs monarques dit plusieurs groupes. Qui dit plusieurs groupes dit beaucoup de guerres. En effet, les Tibétains à l'époque étaient un peuple très guerrier. Il y avait continuellement des guerres à l'intérieur même du territoire. Donc, on peut comprendre que la cohésion entre les villes, entre les villages, était vraiment nulle en fait. Il y a un prince en fait, qui a tout changé ça, qui a changé la donne. Un prince qui s'appelle Siddhartha Gautama. En fait, Siddhartha a abandonné son trône et il a délaissé les vieilles mentalités militaires de son époque pour se lancer dans une quête spirituelle qui va jeter les fondements d'une très grande religion qui existe encore aujourd'hui, qui est le bouddhisme. Le bouddhisme. Donc Siddhartha Gautama, il a fait plusieurs quêtes spirituelles et plusieurs épreuves physiques qui ont permis de l'amener à une sorte d'état qui s'appelle un état d'éveil. Siddhartha Gautama a été le premier, selon la religion bouddhiste, à se libérer de la roue du Dharma. Donc, il a été le premier homme à atteindre l'éveil et la première homme. Donc, Siddhartha Gautama est en fait le Bouddha, comme nous le connaissons. C'est la figure de proue du bouddhisme, le gros assis qu'on voit partout. Alors, c'est ça. Donc, le bouddhisme, s'est développé dans un relatif isolement. Dans les frontières du Tibet pour commencer, parce que le Tibet est vraiment le cœur et l'âme du bouddhisme. Le Tibet est un pays qui est resté longtemps sous le radar international. On disait même que les Tibétains vivaient un isolement délibéré. Mais bon, c'était un trou blanc sur les cartes. Alors, il n'y avait aucune importance liée avec géopolitiquement. Ça a changé lors de Pearl Harbor, dans le fond. Lors de la Deuxième Guerre mondiale, tous les terrains, tout le sol asiatique revêtait une grande importance. Parce que, comme on le sait tous, le Japon faisait partie de l'Axe, était du côté des Allemands. Donc, pour l'Alliance, les pays membres de l'Alliance, les pays plus occidentaux, il était primordial de freiner l'avancée japonaise. Donc, c'était important d'apprendre la topographie tibétaine afin de faciliter le transport d'armes américaines entre l'Inde et la Chine. L'Amérique n'avait aucune relation diplomatique avec le Tibet. Et puis, le gouvernement tibétain était décrit comme un gouvernement archaïque avec comme dirigeant un roi-dieu âgé d'à peine 6 ans. Donc, les États-Unis ont décidé de contourner le gouvernement au Tibet et puis parler directement à Chiang Kai-shek, lui demander permission d'emprunter les routes au Tibet pour entrer les armes de l'Inde à la Chine. Et puis, la réaction du président de la Chine a été très rassurante parce qu'il a affirmé qu'il contrôlait totalement le Tibet et puis que ça lui ferait même plaisir de laisser les soldats américains entrer par cette frontière. Le géant chinois entreprend donc en 1950 d'envahir le Tibet
avec une armée de plus de 40 000 hommes, sous prétexte de vouloir libérer le peuple tibétain de l'emprise du système féodal dont ils sont victimes. Un système féodal qui aurait été imposé par les Anglais. Bien évidemment, la lutte entre Chinois et Tibétains a été bien inégale, tenant compte du fait que l'armée tibétaine était constituée d'à peine 8000 hommes, dont la majorité était de simples moines bouddhistes très peu entraînés au combat. Donc, en plus d'avoir l'avantage du nombre, les Chinois avaient l'avantage, les soldats étaient mieux formés, et de plus, la Chine avait à l'époque une technologie militaire beaucoup plus avancée. Suite à cette attaque, de nombreuses manifestations décousues virent le jour un peu partout au pays. Ce n'est qu'en 1956 que les choses dégénérèrent vraiment. Dans la région du Kham et de l'Amdo, de nombreuses manifestations éclatèrent, des manifestations qui allaient à l'encontre de l'occupation chinoise sur le sol tibétain. Au début, ces manifestations commencèrent très calmement, étaient très pacifiques, mais elles devinrent vite des révoltes et des émeutes. Le gouvernement chinois, qui faisait pour la première fois face à une résistance violente depuis la conquête tibétaine, voulut faire passer un message à l'intention de tous les Tibétains et Tibétaines. Le message étant le suivant: le Tibet ne redeviendrait plus indépendant. En effet, lors de ces manifestations, 87 000 Tibétains moururent, soit piétinés par la foule en colère, soit atteints par balle parce que les policiers avaient eu l'autorisation de tirer dans la foule, ou bien dû à une exposition trop longue au gaz chimique que les policiers utilisaient pour disperser la foule. En 1959, le 14e Dalai Lama, icône de l'espoir et de la résistance au Tibet, s'est exilé au Dharamsala en Inde. Et puis c'est là qu'il a établi le gouvernement tibétain en exil. De nombreux Tibétains imitèrent leur leader et s'enfuirent du Tibet pour aller habiter en Inde, mais aussi au Népal, en Suisse, aux États-Unis. C'est ainsi que le Tibet plongea dans un ère de violence, due à la révolution culturelle qui se passait en Chine à cette époque. La révolution se visait aux cultures ancestrales tibétaines, parce que la révolution avait dans le but de détruire les vieilles coutumes, les vieilles habitudes et la vieille culture. Les villes des Tibétains furent entièrement contrôlées par le gouvernement chinois. Par exemple, le mandarin et le cantonais devinrent les premières langues d'enseignement dans toutes les écoles, au détriment des dialectes locaux. Et puis, en plus d'être dépouillés de leur héritage patrimonial, les Tibétains vinrent réunir beaucoup d'immigrants chinois, les rendant ainsi minoritaires sur leur la culture put émerger à nouveau. De nombreuses écoles firent leur apparition, dont l'Académie bouddhiste des 5 sciences Laringar, l'une des académies bouddhistes les plus importantes au monde, et c'est aussi le lieu activiste étudiant le plus important au pays. Malgré cet essor culturel, beaucoup de dirigeants et d'officiers chinois affirment qu'il n'y a que du bon à la présence chinoise en sol tibétain, allant même jusqu'à dire que les Tibétains sont chanceux et choyés d'avoir accès à une aide sur le terrain, ce qui est totalement faux. Les Tibétains, depuis bien longtemps, n'ont jamais été aussi sereins et prospères, mais, il faut le préciser, ils sont encore victimes de beaucoup de persécutions. Quant à la question de l'indépendance du Tibet, c'est plutôt non. En effet, le mouvement pro-indépendantiste du Tibet, qui a été muselé par le Parti communiste pendant près de 40 ans, est en pleine expansion. Cependant, ce mouvement n'est pas nécessairement entendu par la communauté internationale. Pour ce faire, tout le
changer ou de briser les liens économiques très étroits et très fragiles entre les deux pays. Dû à ces jeux politiques, les Tibétains sont victimes d'oppression quotidiennement. Certaines instances non gouvernementales tentent de faire changer les choses sans toutefois réussir à appliquer des changements concrets. Pensons par exemple à 90 Free Tibet, une organisation qui milite en faveur de l'indépendance tibétaine. Si les Tibétains veulent espérer un jour à obtenir une meilleure qualité de vie, il va falloir qu'il y ait un changement à l'intérieur même du pays. Peut-être une indépendance, un référendum, chose qui n'est malheureusement pas prête d'arriver.